10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Quoi de mieux que de démarrer sa journée avec une émission de la télé-école. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à notre programme matinal, la matinale éducative, le rendez-vous du donner et du recevoir en partage d'expériences, de rencontres et aussi d'invités de marque. La découverte des invités et les rubriques, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Pour aujourd'hui, nous aurons à débattre sur deux rubriques, à savoir la rubrique société et la rubrique leadership et éducation. Nous allions avoir à ce jour deux invités, à savoir Amadou Si, qui est étudiant en journalisme et communication, et aussi Daïra Motolaelo, qui est coach en développement personnel et thérapie de couple, qui nous rejoindra juste après. Pour la rubrique société, aujourd'hui, nous parlerons de la crise des valeurs au Sénégal. Amadou, bonjour et bienvenue. Bonjour, Bayane, merci. Je rappelle que vous êtes étudiant en journalisme et communication et que le thème vous tient à cœur. Bien sûr. Alors, la crise des valeurs au Sénégal, nous voyons que beaucoup de chefs religieux, d'autorités ou même de parents sont en train de critiquer la tendance qui est en train de se vivre par les jeunes aujourd'hui dans la société sénégalaise. Et aujourd'hui, nous allions en discuter. Alors, comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui les valeurs dans le contexte culturel et sociétal sénégalais? Merci, Bayam. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité ici. Il faut savoir, je vous rappelle que je suis étudiant en deuxième année en journalisme et communication à ENSUP Afrique. Et vous savez que le journalisme est un métier très large. Ok, donc c'est une porte ouverte à toutes à tous les domaines, à toutes les dimensions et à toutes les manifestations de l'existence humaine. Donc le journaliste, c'est l'historien du présent. Il est toujours en contact direct avec les membres de sa société. Okay? C'est ce qui d'ailleurs alimente le feu de mes réflexions, d'où le choix de ce thème, de ce sujet intéressant, essentiel et grave, la crise des valeurs. Donc parlons des valeurs. Il faut savoir que on doit définir les valeurs comme l'ensemble des règles de conduite ou bien des idéaux qui guident les relations entre individus et qui trouvent leur concrétisation dans la morale et dans les normes sociales. Donc les valeurs permettent aussi l'intégration sociale et comme j'ai l'habitude de le dire quand je suis dans certains débats, les valeurs nous permettent d'avoir ce qu'on appelle la police de la conscience. Donc cela veut dire que cette petite voix qui nous parle dans la tête de l'intérieur, qui nous dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut pas faire cela. Voilà nos limites, voilà ce qu'on doit respecter et voilà ce qu'on doit éviter. Voilà. D'accord. Alors merci d'abord pour le rappel du contexte et aussi de la définition. Alors comment est-ce que on va dire que les valeurs sénégalaises ont évolué au fil du temps? Au cours des dernières décennies. Vous savez, les valeurs d'une manière générale ne sont pas figées dans le temps. Donc, elles évoluent sous l'influence d'autres cultures, ok, d'autres philosophies, d'autres idéologies, ok. Et il faut savoir aussi que, et à cause aussi de la modernité. La modernité fait que, naturellement, les valeurs changent ou disparaissent de petit à petit. Aujourd'hui, si vous voyez les réseaux sociaux, l'Internet qui transforme ce monde en un salon planétaire, tout cela fait que, naturellement, les valeurs changent ou disparaissent petit à petit. Voilà. D'accord. Et cette évolution des valeurs doit être ou pas acceptée par la population. Ça aussi, je pense que ça dépend des types de valeurs. Ouais. Et on va y revenir tout à l'heure. Mais est-ce que nous pouvions avoir les principaux signes indiquant une crise des valeurs ici au Sénégal? Voilà. Il faut savoir que au Sénégal, durant ces dernières décennies, les valeurs comme l'hospitalité, le bon voisinage, le respect de l'autre, ok, ce sont des valeurs qui sont en train aujourd'hui de disparaître. Quand des contre-valeurs telles que l'homosexualité, ok, la prostitution, ok, le manque de probité morale, ok,
la médiocrité, la dépravation des mœurs, lorsque toutes ces valeurs-là sont érigées aujourd'hui en principe, donc cela veut dire que il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi avoir peur. Et donc, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Sénégal. D'accord. Donc, l'hospitalité, le voisinage, surtout le voisinage. Oui, le bon voisinage. Je pense que on le remarque beaucoup plus à Dakar. Hein. Dakar. Voilà, dans les quartiers de Dakar. Si vous observez bien la société sénégalaise, le bon voisinage est en train de disparaître petit à petit. La solidarité africaine sénégalaise, elle est tronquée. Vous voyez, donc aujourd'hui, on est trop emporté par l'argent, on est trop emporté par la place, on est trop emporté, on est trop préoccupé par le pouvoir, on est trop emporté par le destin individuel qu'on ne sent plus l'enfant qui a perdu sa maman ou son papa à côté. Donc, nous sommes une société en crise d'empathie. Voilà. D'accord. En crise d'empathie, et vous aviez parlé aussi de voisinage, mais vous ne pensiez pas que c'est juste au fait par rapport à une méfiance, déjà avec l'insécurité qui sévit à Dakar, dans certains quartiers, il n'est pas prudent de parler à n'importe qui, il n'est pas prudent de vouloir s'occuper de n'importe qui, parce que par exemple, tu vas t'occuper d'un enfant, et cet enfant a été mis ici pour, voilà, il y a par exemple des gens, quand ils veulent kidnapper quelqu'un, ils vont mettre un enfant là, et toi tu vas avoir de l'empathie pour l'enfant. Le temps que tu parles pour l'enfant et tout, le temps que l'enfant te raconte son histoire, quelqu'un va venir de derrière, te donner un coup et autres. Donc est-ce que ce n'est pas dû à cette insécurité qu'il y a cette méfiance entre les voisins? Et aussi, par rapport à cela, à ce nouveau comportement, ces nouvelles habitudes des Sénégalais, quelles sont en fait les causes de ce comportement et quelles sont vraiment les causes de la crise des valeurs? Vous savez, quand vous prenez par exemple l'exemple du Fouta chez nous, au village, ou un peu partout dans certaines localités, à l'époque, il n'y avait pas de mur. Ok? Donc, avant, quand les technologies de la communication et de l'information n'étaient pas développées, on ne voyait pas, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait rien. Donc, ce sont les technologies de l'information et de la communication qui font que naturellement, on rentre dans l'individualisme. Ok? C'est vrai que quand on est en face d'un inconnu, on doit se méfier parce qu'il y a toujours, on est toujours dans un climat d'insécurité. Mais les valeurs comme la solidarité, l'entraide, doivent ad vitam aeternam rester ici. Ce sont des valeurs qu'on doit vivre. Okay. Par rapport aussi à cette évolution. Donc, les impacts de cette crise sur les différentes couches de la société sénégalaise et principalement à Dakar, comment est-ce qu'on pourrait le percevoir? Sur les différentes couches, parlons par exemple de la jeunesse. Vous voyez, la jeunesse sénégalaise, on a une jeunesse qui n'est pas éduquée dans le moule de sa culture et de son histoire. On voit aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont dans les réseaux sociaux, qui passent tout leur temps à insulter et à dénigrer les gens. Vous voyez? Est-ce que cela est dû à la crise de l'autorité familiale ou est-ce que c'est parce que ces jeunes-là ont raté l'éducation de base? Vous voyez? Donc c'est triste de voir à quel point les jeunes, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont indisciplinés dans leur communication, dans leur fréquentation dans les réseaux sociaux. Et ce qui est triste, c'est qu'au Sénégal, on fait des insulteurs publics des héros. Ok? Ce qui est malheureux. Voilà. Aujourd'hui, la figure de l'insulteur occupe une grande place dans notre société. Vous voyez les TikTokers là qui passent tout leur temps à prendre des vidéos de femmes nues, ce qu'on appelle Topka dans certaines chaînes YouTube, des TikTokers à qui on donne des vidéos de femmes, on leur paye pour faire des directs, voilà, pour divulguer sur le net. Donc cela prouve véritablement que on est une société dans laquelle les valeurs sont en train de disparaître. D'accord. Et comment est-ce que vous pensiez qu'on pourrait essayer de renverser la tendance? Est-ce qu'il faudrait mettre une croix sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Pas mettre une croix, mais il faut prendre des mesures drastiques, ok, pour pouvoir limiter cela. Si vous allez dans certains pays, ok, à l'Occident, un jeune
qui a moins de 18 ans ne peut pas suivre TikTok plus de 20 ou 40 minutes. Ok, donc on doit essayer de restreindre ou de limiter le temps que les jeunes passent dans les réseaux sociaux, parce que ça exerce une mauvaise influence sur leur conscience, et cela fait que naturellement beaucoup d'entre eux, c'est parce qu'on raté l'éducation de base. Vous voyez, donc c'est vrai que quand on critique une société, on ne peut pas ne pas critiquer la famille. Ok, on ne peut pas ne pas critiquer l'école, parce que quand les parents n'éduquent pas bien leurs enfants, donc ces enfants-là ratent l'éducation de base. Donc c'est ce qui fait que naturellement, ils ont de mauvais comportements dans la société. D'accord. Qu'ils ratent l'éducation de base, mais n'oublions pas que les jeunes passent la majorité de leur temps à l'école. Et que même s'ils reçoivent par exemple l'éducation qu'ils doivent recevoir, cette éducation de base dont vous parlez, arriver à l'école, normalement, ça doit être renforcé. Et que est-ce que ce n'est pas au niveau des écoles, des instituts de formation? Non, l'école ne fait que compléter, le travail de la famille. L'éducation part de la famille et plonge dans l'école. Ok? Je me rappelle ces mots de Platon là ont toutes les raisons d'être redits aujourd'hui, quand il dit que lorsque les parents ou lorsque les pères s'amusent ou s'habituent à laisser faire leurs enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsqu'enfin les jeunes gens méprisent la loi parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus de l'autorité de rien ni de personne, voilà en toute beauté, en toute jeunesse, le début de la tyrannie, le début d'un monde qui tire à sa fin. Et cela ressemble à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ou c'est presque ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. D'accord. Et par rapport à cela, il y a une évolution qui doit se passer dans le monde, dans pratiquement tous les pays, et une évolution que l'on doit au fur et à mesure accepter malgré nous, mais qui risque de gangréner la société avec tous les exemples dont vous aviez donné. Et donc, comment est-ce que les institutions, telles que l'école, la famille, les organisations religieuses et tout, doivent mettre en place pour carrément essayer de renverser la tendance, de faire en sorte que les jeunes soient beaucoup plus conscients de cela et qu'ils font en sorte, au fait, qu'ils n'oublient pas d'où ils viennent et qu'ils ont des valeurs en eux qu'ils ne doivent pas bafouer n'importe comment. Vous voyez, quand un enfant bénéficie d'une éducation de base dès le bas âge, quand un enfant est bien éduqué à l'école, il fait un bon parcours. Il devient, quand il grandit, une personne exemplaire. Donc l'éducation de base, c'est la base. Donc cela veut dire que les parents doivent faire beaucoup d'efforts. Donc il faut s'éduquer d'abord soi-même pour pouvoir éduquer un enfant. Il faudra aussi savoir que ce qui est triste, c'est que on voit beaucoup de cérémonies, de cérémonies familiales, dans notre société, les Anytime, ou bien certaines séries qu'on regarde aujourd'hui, dans lesquelles on remarque une absence totale de pudeur de certains acteurs. Prenez l'exemple du film Infidèle. Imaginez un enfant qui regarde ce genre de film-là ou les films novellas. Donc il va vouloir copier ce qu'il regarde, donc et essayer de le vivre. Donc de toute façon, il faut sensibiliser la jeunesse. Il faut que la famille, d'une manière générale, fasse beaucoup d'efforts pour donner l'éducation de base aux enfants. Donc c'est ce qui fait que naturellement, les gens grandissent comme ça avec de très bons comportements. D'accord. Et si nous prenions par exemple l'exemple de la Corée du Nord, là-bas quand tu regardes la télé, je pense qu'il y a juste des programmes nord-coréens qui passent. Il n'y a pas de programmes étrangers qui passent. Parce que eux aussi, en fait, ils ont peur de la dépravation des mœurs, du lavage du cerveau et tout. Et pensez-vous aujourd'hui que les Sénégalais devraient se fermer au monde extérieur pour pouvoir privilégier leurs valeurs? Ou non, on ne peut pas totalement se replier sur ce qu'on est. Donc, comme le disait Senghor, enracinement et ouverture.
Mais il faut prendre tout ce qui est positif de l'extérieur et garder ce qu'on a de positif dans nos valeurs. OK? Donc, on doit surtout renforcer cette éducation-là, qui fait que naturellement, la jeunesse puisse prendre conscience de ce qu'elle a été, de ce qu'elle est et de ce qu'elle sera. Inch'Allah. D'accord. Et comment est-ce que vous diriez que la crise des valeurs, quelles sont les répercussions de cette crise des valeurs au Sénégal sur le développement économique et sur la stabilité politique aujourd'hui? C'est une histoire contemporaine. Il y a de cela 2 ans ou 3 ans. Si vous prenez par exemple les émeutes de mars 2021, vous vous souvenez de ce qui s'est passé ici? Combien de voitures sont brûlées ici? Combien de banques et de stations sont saccagées et brûlées ici? L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en 2023, a été fermée pendant 8 mois. On a brûlé le CESTI, des archives. Vous voyez ce comportement-là? Ce sont des événements qui font que naturellement, on donne une mauvaise image du Sénégal en face du monde entier. OK? Donc, du point de vue économique, on voit que l'économie tournait au ralenti. Rien ne bouge. OK? En 2023, on a connu 13 jours de coupure d'Internet à cause des manifestations. Et avec ça, on a perdu près de 3 000 milliards chez les opérateurs téléphoniques. Vous voyez? Donc, cela veut dire qu'on doit on doit repenser ou penser à une nouvelle idée de société, à un nouveau type de Sénégalais pour pouvoir garder nos valeurs. D'accord. Et connaissiez-vous, est-ce qu'il existe aussi au Sénégal des initiatives ou des regroupements communautaires qui sont là pour pouvoir faire en sorte que ces valeurs soient beaucoup plus mises en avant, soient beaucoup plus renforcées dans la société sénégalaise? Et il y en a beaucoup, mais celle que je retiens le plus, c'est le mouvement Andesam Djikoyi. C'est un mouvement vraiment très dynamique qui, à chaque fois que quand des choses se passent ici, c'est un mouvement très dynamique qui est là à dénoncer les injustices qui se passent ici dans notre société. Voilà. Et tout le monde doit en prendre l'exemple. Et comment est-ce que vous pourriez comparer la situation du Sénégal sur la crise des valeurs qu'il est en train de vivre par rapport, par exemple, aux autres pays africains ou de par le monde? Au Sénégal, je dirais que c'est pire. Quand vous allez au Maroc, en Chine, ils ont une jeunesse qui est très disciplinée. En Chine, les gens sont très disciplinés. C'est pourquoi ils se développent comme ça, facilement. OK? Les jeunes ne perdent pas leur temps dans les réseaux sociaux. Ils ne connaissent que le travail. Maintenant, au Sénégal, malheureusement, on a une jeunesse qui passe tout son temps sur Facebook, TikTok, Instagram, Kumbagram, Jenabagram, je ne sais pas comment elle dit. Vous voyez? Donc, on perd trop de temps. On doit penser à ce que on doit reconnaître que le temps, c'est la chose la plus précieuse que Dieu puisse nous donner. OK? Donc, il faut travailler. Parce que quand on ne travaille pas, on est presque rien. C'est le travail qui fait le charme de la vie. On ne peut pas briller quand on est assis sous le soleil de l'autre. Tout à fait. Vous voyez? Donc, moi, je vois que les réseaux sociaux ont tout gâché. Tout gâché. Tout. D'accord. Voilà pourquoi tout à l'heure je demandais s'il devrait avoir une Et contrairement restriction. dans les pays occidentaux, là-bas, il y a de l'ordre dans la vie publique. Il y a de l'ordre. Allez au niveau des routes, vous voyez, des chauffeurs qui ne savent même pas comment ils doivent conduire ou comment ils doivent respecter le code de la route. Vous voyez, vous allez dans un Diagadiaï, vous trouvez un enfant comme ça, un apprenti comme ça, un jeune qui insulte un adulte. On le trouve un peu partout. Donc cela veut dire que il faut vraiment qu'on fasse fructifier en nous les valeurs de la morale universelle. L'indiscipline est en train de se faire vivre chaque jour, ainsi que les comportements et autres. Donc, le Sénégal est vraiment touché par ces valeurs, que ce soit sociales, culturelles ou même dans le domaine économique aussi, ainsi que politique, comme vous avez eu à donner des exemples. Et quelles sont, d'après vous, les perspectives de cette crise des valeurs
d'ici par exemple 10 ans? D'ici 10 ans, si ces instances-là dans notre société ne font pas l'effort qu'il faut, la famille, l'école, les institutions doivent changer cela. Surtout la famille, premièrement. OK? Ensuite, les institutions. Au Sénégal, on ne respecte plus les institutions. C'est parce que véritablement, on ne les confie pas à des gens sérieux. C'est comme le disait Platon. Et c'est vrai. Il dit que les affaires publiques, elles sont tellement sérieuses qu'elles ne devraient pas échoir entre les mains de qu'elles ne doivent pas échoir entre toutes les mains et toutes les bouches. Ok, malheureusement, dans nos institutions, aujourd'hui au Sénégal, tout le monde peut devenir n'importe quoi dans n'importe quel domaine, et tout le monde peut s'arroger le droit de dire n'importe quoi sur n'importe qui. Vous voyez, donc malheureusement, il n'y a pas de l'ordre dans la vie publique. Et il faut que, naturellement, qu'on sensibilise les gens dans les écoles, qu'on éduque les jeunes la citoyenneté. C'est quoi la citoyenneté? Ok? Il faut que les gens changent les cœurs et les mentalités pour promouvoir les comportements d'un bon citoyen. D'accord. Alors, vous avez dit dernièrement que n'importe qui se dit être cela, n'importe qui parle n'importe qui peut devenir n'importe quoi dans n'importe quel domaine. C'est ce qui arrive. Est-ce que l'État du Sénégal ou les autorités ou les institutions compétentes ne devraient pas être beaucoup plus sévères sur des lois ou des lois qui vont faire en sorte que ce genre de comportement ou ce genre de personne ne sera plus mise carrément à l'avant? C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Aujourd'hui, au Sénégal, on survalorise ou on survalorise la médiocrité au détriment du principe de la méritocratie. On aime trop la médiocrité. Combien de gens occupent ici des postes de responsabilité alors qu'ils n'en disposent même pas l'expertise qu'il faut? Vous voyez? Aujourd'hui, malheureusement, ce que les gens faisaient pour l'amour de Dieu le font aujourd'hui pour l'amour de l'argent. C'est pourquoi en 2023, par exemple, le Sénégal a atteint un niveau de corruption qui est insoluble. Le rapport de Agence International Transparency a classé, je crois bien, le Sénégal 43e position des pays les plus corrompus dans le monde. C'est triste. Donc les riches continuent de s'enrichir et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Voilà le problème. D'accord. Alors, face à tout cela, face à tout ce que nous avions eu à dire, pensiez-vous que par rapport à cette crise des valeurs, est-ce que le Sénégal mérite son surnom du pays de la Teranga aujourd'hui? Mais bien sûr. C'est vrai que le Sénégal souffre d'une perte de repères un peu partout. Mais il y a toujours des repères qui sont là, des gens exemplaires, des gens à qui on peut copier. Ok, dans leur comportement, dans leur réussite, dans leur cursus, dans leur parcours. C'est des intellectuels, des chefs religieux. Le Sénégal de El Hadj Malick Sy, le Sénégal de Cheikh Ahmadou Bamba, le Sénégal de Cheikh Anta Diop, le Sénégal de Léopold Sédar Senghor. Ce sont des gens qui sont là, avec qui on peut copier. Ok? Donc, il faut savoir que ça, c'est une crise qu'on peut toujours gérer. À moins que, comme je l'ai dit, que ces instances-là, comme la famille, les institutions et l'école, fassent l'effort qu'il faut pour changer cela. Ok? Ça me rappelle un peu cette citation-là de Valérie Piollet, ok, qui dit que un peuple submergé par la médiocrité se condamne à l'échec et à la misère. Quand il connaît plus sur le football que sur ses propres droits, quand il crie plus fort pour un but que pour une injustice, et quand il exige plus d'un joueur que de ses dirigeants. Vous voyez, voilà ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Sénégal. Il faut que les jeunes, il faut que les gens, il faut que les citoyens changent de mentalité. Ok, on doit renforcer nos qualités et mater nos défauts. Ok, on doit promouvoir les comportements
d'un bon citoyen pour concrétiser au lieu de biaiser les fondamentaux de notre démocratie ou de notre cohésion sociale. Et concernant, tout à l'heure vous aviez parlé de repères, je pense que les chefs religieux, eux, ils ont un grand rôle en fait dans cette retrouvaille pour les jeunes de repères, parce que par exemple, quand on voit les mourides, tout à l'heure vous avez parlé du peuple de El Hadji Malick Sy et autres, si nous allions un tout petit peu vers la communauté mouride avec le Grand Magal de Touba par exemple, avec Serigne Touba qui est une référence pour eux. Quand il y a un Magal de Touba, par exemple, tout est organisé, tout se fait comme il doit se faire. Ce n'est pas pour les critiquer, mais tout se fait vraiment de la meilleure des manières. Et je pense que si on avait ce comportement, on n'aurait pas eu tous ces problèmes, parce que quand il y a le Grand Magal de Touba, vous voyez à quel point les gens sont en train de montrer leur appartenance dans les statuts WhatsApp. Partout où nous tournons, nous savons que ici, c'est un territoire mouride, où ici, il y a des mourides qui y vivent et qui font en sorte, en fait, ils promouvoient, vraiment, ils sont en train de promouvoir du mieux qu'ils peuvent, leur Effectivement, c'est ce que je constate chez les mourides, comme chez d'autres chefs religieux, mais plus particulièrement chez les mourides, on constate dans la vie de tous les jours que les jeunes mourides sont très rangés, sont disciplinés. Vous voyez, parce que véritablement, il y a un parent qui est là, un chef religieux qui encadre, qui nous canalise et qui éduque. C'est pourquoi je dis qu'il y a toujours des repères qui sont là. OK? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on constate aussi le silence des sachants et des savants au Sénégal. Les intellectuels et les chefs religieux n'ont plus ce courage-là de parler. Pourquoi? Parce que véritablement, ils sont tout le temps convoqués au terrain de l'insulte. À chaque fois qu'il y a une situation, il y a peu d'intellectuels ou de chefs religieux qui sortent comme ça pour parler, par peur d'être critiqués. Vous voyez, malheureusement, c'est parce que on a une jeunesse qui est indisciplinée. C'est durant ces dernières années que j'ai constaté qu'on insulte comme ça, d'une manière gratuite, des autorités religieuses. Qui ne devraient pas se faire. Et c'est triste. Avant, tout le monde n'avait pas droit à la parole. Okay? Parce que c'est pas tout le monde qui sait parler. Aujourd'hui, tout le monde parle. Et il y a des gens qui parlent avec le sang dans la bouche, qui insultent. Vous voyez. C'est pourquoi on constate ce silence-là des sachants et des savants. Voilà notre problème. Et là, il y a une citation du coach Ibrahim Khalilullah Ebay qui me vient à l'esprit de l'école de la parole. Il y a ceux qui doivent parler, ceux qui peuvent parler et ceux qui ne peuvent pas se taire. Et là, je pense ceux qui ne peuvent pas se taire. Effectivement. Et qui ne disent pas, c'est carrément la société sénégalaise. Il y a ceux qui savent parler et ceux qui ne savent pas parler. Ceux qui doivent parler et ceux qui ne doivent pas parler. Okay? Il y en a aussi qui souffrent d'avoir trop parlé sans ne rien dire. Voilà le problème. Quand on parle, on doit d'abord disposer de l'expertise nécessaire pour parler, pour porter une conviction, une pensée vers les autres qui pourra naturellement servir à sa communauté ou à son peuple. D'accord. Alors, on va dire que, en fait, le comportement des Africains face à cela, qui ne veulent pas promouvoir ce qui les appartient, qui ne veulent pas promouvoir le consommer local, malgré tous les discours qu'ils ont à l'international, devant les scènes, devant la télé et autres. Mais j'espère que vous, quand même, vous respecteriez cela. Et donc, je disais que c'est carrément un comportement remarqué, pas juste au niveau du Sénégal, mais carrément au niveau de toute l'Afrique. Les frères africains ne veulent pas s'entraider. Et pour régler ce problème-là, il faut régler le problème de ce qu'on appelle l'estime de soi. D'accord. L'estime de soi consiste à se dire que moi, j'ai de la valeur, j'accepte ce que je suis fier de ce que je suis, de ce que j'ai, ok, même si je dois prendre quelque chose qui me vient de l'extérieur, que ce soit une chose qui est positive, ok, mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre.
Ok, donc cela veut dire que avec la mondialisation, avec les réseaux sociaux, avec la modernité et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est des choses qui, de l'autre côté, d'une manière négative, exercent une mauvaise influence sur la conscience collective. Donc, il faut une prise de conscience collective pour se replier un peu sur ce qu'on est et s'ouvrir vers les autres d'une manière positive pour pouvoir se développer, bien sûr. Autrement dit, s'ouvrir tout en restant, je vais dire, authentique. Voilà. Sans pour autant se dénaturaliser, quoi. Tout à fait. Alors, je rappelle le thème, la crise des valeurs au Sénégal, avec lequel nous avions comme invité Amadou Sy. Je rappelle aussi que Madame Daïra Motoulaye Lo vient de nous rejoindre. Vous êtes coach en développement personnel et en thérapie de couple. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, par rapport au thème, la crise des valeurs au Sénégal, quel aperçu avez-vous de ces thèmes du côté social, culturel, ces valeurs qui sont, on va dire, empiétées par la jeunesse qui apparemment n'a plus de repères, est en train de faire ce qu'elle veut, les impacts, l'influence que cette mondialisation a aujourd'hui sur nos valeurs. Qu'est-ce que vous aviez à dire sur ce sujet? Globalement, ce que j'ai à dire à ce sujet, c'est que il y a réellement une crise de valeurs actuellement. Et à tous les niveaux, au niveau social, au niveau religieux, avec la mondialisation, avec l'Internet. C'est une crise qui est là, qui existe, que tout le monde constate, sur tous les plans. Mais je crois que la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour freiner cette crise? Quelles sont les mesures qui ont été prises au niveau de la famille, qui est à la base, au niveau de l'État, au niveau des institutions? Moi, je pense que c'est la question à se poser parce que la crise est là. Elle est palpable à la limite. La jeunesse a perdu ses valeurs. Est-ce qu'elle connaît ses valeurs? Est-ce qu'on peut parler de perdre ses valeurs? Un jeune qui ne connaît pas ses valeurs, est-ce qu'il a perdu ses mêmes valeurs? Est-ce qu'on a fait l'effort de leur faire connaître c'est quoi nos valeurs culturelles, nos valeurs sociales, avant de dire que cette jeunesse a perdu ses valeurs? Est-ce que c'est inclus dans l'éducation? Est-ce que chaque parent prend la responsabilité d'inculquer les valeurs qui sont à nous? Parce que si nous ne prenons pas les responsabilités, les différentes responsabilités à tous les niveaux, la jeunesse va se créer des valeurs. Elle aura ses propres valeurs. Mais si au niveau de la famille, effectivement, les parents réagissent, si à l'école, les éducateurs réagissent, si au niveau de l'État, il y a des mesures qui sont prises, là on dira qu'ils sont encadrés, là on dira qu'ils connaissent les valeurs. S'ils connaissent et qu'ils ne les respectent pas, on parlera de crise. Est-ce qu'ils connaissent réellement ces valeurs-là? C'est pas pour vous couper, c'est ce que je disais tout à l'heure à Mbayang, que nous avons malheureusement une jeunesse qui n'est pas éduquée dans le moule de sa culture et de son histoire. Oui. Aujourd'hui, un élève peut se réveiller à 8 heures pour aller à l'école, mais porter une tenue vraiment transparente ou indécente, mais vous voyez, les parents ne disent absolument rien. Aujourd'hui, tu peux voir ta fille amener un téléphone très cher, alors que tu ne l'as pas acheté pour elle, et tu ne la demandes même pas où est-ce qu'elle a pris. Vous voyez, aujourd'hui, on a du mal à canaliser nos enfants. Surtout les filles, là, c'est absolument très difficile d'éduquer les jeunes filles. Voilà. Par rapport à tout ce qui se passe, à la modernité, aux réseaux sociaux. Donc, il est temps vraiment qu'on essaie de freiner cette crise. Et donc, je vais rebondir sur ce que vous aviez dit. Est-ce que cette jeunesse connaît vraiment d'abord ses valeurs avant de parler de crise des valeurs? Et là, je pense qu'il y a la responsabilité de l'école, des parents encore, des institutions. Autrement dit, je veux dire que tout le monde est responsable. Même les jeunes eux-mêmes sont responsables. Mais vous oubliez de souligner quelque chose. Pour moi, les plus grandes causes de cette crise, c'est les réseaux sociaux et la classe politique. Aujourd'hui, la politique a tout gâché. Allez à l'université, dans le campus, vous voyez l'influence de la classe politique fait que naturellement l'étudiant sénégalais est en train de ternir
l'image de l'université sénégalaise. Vous voyez, à travers le syndicalisme. Le syndicalisme, c'est du n'importe quoi dans les universités. Vous voyez, donc on doit repenser d'une manière éthique notre relation à la politique ou notre relation aux politiques. Voilà. Mais n'oublions pas aussi que le syndicalisme à l'université, c'est mené par des étudiants universitaires. C'est une bonne chose. Et que je vais dire en fait que ce sont ces étudiants qui ont choisi de remettre en place ce que les politiques, je vais dire les politiciens sont en train de faire, qui sont encore revenus et qui sont en train de mettre ça dans l'université. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, l'université a été fermée pendant plusieurs mois. Elle a été fermée plusieurs mois. Pourquoi? 8 mois. Et l'université a été fermée 8 mois. Et vous voyez que l'État faisait dans le dilatoire, traîner les pieds pour des raisons politiques. L'État a refusé comment dirais-je, de reprendre les études universitaires. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis que la classe politique exerce une mauvaise influence au niveau des universités. Oui, voilà. Elle exerce une mauvaise influence, mais tout à l'heure aussi vous avez parlé d'estime en soi, et aussi que le jeune doit aussi être conscient qu'il a des valeurs. L'université, qui est un temple du savoir, normalement, il ne devrait pas y avoir de manifestations durant les élections. Il ne devrait même pas y avoir de manifestations, même s'il y a des partis politiques au sein de l'université. Il ne devrait même pas y avoir des policiers qui sont en train d'affronter les étudiants. Et tout à l'heure, là, je disais que ce sont ces étudiants qui sont en train de mener les syndicats au niveau de l'université qui ont choisi cela. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, par exemple, bon là, ça va être dans une autre voie, que ta famille est pauvre, que tu vas mourir pauvre. Ta famille est pauvre et toi tu vas tu vas choisir de devenir riche pour sortir de cette, on va dire, de cette faille. Donc ces étudiants qui sont à l'université, qui voient que la politique n'est pas menée comme elle devrait se mener et qui choisissent encore d'aller et de mettre ce qui se passe dans la scène politique au sein de l'université, ça je vais dire que c'est de leur faute. Parce que quand il y a des bagarres, quand il y a des émeutes, avant ce n'était pas entre policiers et étudiants, mais c'était plutôt entre les propres étudiants. Dans le campus universitaire, il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas se passer. Et ce sont ces étudiants qui ont eu à faire cela à l'intérieur de l'université. Donc la responsabilité, elle n'est pas normalement juste au niveau des parents, des institutions, de l'école, mais aussi au niveau du jeune. Parce que le jeune, on dit jeune, mais ce jeune est en train de grandir. Il va grandir, il a eu à traverser des choses, et il a eu aussi à voir des choses. Et l'éthique dont vous parliez, que tout le monde doit recevoir. Et vous parliez aussi des réseaux sociaux, et qu'on doit apprendre ce qui est positif et laisser ce qui est négatif. Il y a pas mal d'élèves, de jeunes, qui sont en train de faire beaucoup de choses positives avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous prenez un jeune qui, pendant 1 heure de temps ou 2 heures de temps, surfe sur Internet, TikTok, Facebook, Instagram, ou Snapchat, mais vous ne le voyez jamais en train de lire. C'est grave. C'est pourquoi, à cause des réseaux sociaux, le livre est en train de perdre sa place dans le temps. Et c'est ce qui a provoqué, naturellement, la paresse intellectuelle chez les jeunes. Vous voyez, il faut qu'on sache que toutes les connaissances se retrouvent dans les livres, et que les livres nous charment jusqu'à la moelle, nous parlent et nous donnent des conseils. Voilà. Ça aussi, c'est un élément très important à prendre en compte. Voilà. Et donc, merci déjà pour votre contribution, Daïra Ramatoulaye Lo, par rapport au thème. Je vais un tout petit peu faire une synthèse. Je rappelle le thème, la crise des valeurs au Sénégal. Amadou Sy, étudiant en journalisme et communication, a eu à nous accompagner en nous disant tout d'abord que les valeurs ne sont pas figées, ce sont les identités qui sont là, mais l'identité, on va dire que ce n'est pas quelque chose qui est héréditaire, malheureusement, c'est quelque chose qui va, par la personne, apprendre déjà à accepter cela et accepter aussi de le promouvoir. Le pays de la Teranga, malheureusement, elle a hérité de ce nom, mais l'hospitalité aujourd'hui, le voisinage, la méfiance entre les voisins et autres. Les valeurs, on a oublié le fit, qui est le courage, le ngor, qui est le sens de la retenue, le djom, qui est la dignité, le kersa, la pudeur. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont aujourd'hui en train de disparaître. Vous voyez, et c'est visible et c'est palpable, comme vous l'avez dit. C'est triste.
malheureusement. Et aussi par rapport aux causes, vous aviez parlé de l'habitat, où vous aviez donné l'exemple du foot, où avant, les maisons, il n'y avait pas de mur. Du coup, tout le monde pouvait dialoguer et autres. Avant aussi, il n'y avait pas de portable. Donc, les gens étaient en train de discuter. Les téléphones portables qui font que naturellement, on vit dans l'individualisme. Dans un salon, une mère, un père et un enfant peuvent s'asseoir pendant 1 heure de temps dans un salon alors que personne, sans communiquer. Vous voyez, ça, c'est triste. Les réseaux sociaux nous arrachent cette chaleur de la communication humaine. Et de la vie sociale. Voilà, c'est ça. D'accord. Okay. Et on peut tout simplement dire aussi que cela a été renforcé par la mondialisation, malheureusement, qui devait apporter beaucoup plus d'effets positifs que négatifs et qui est en train de mettre à terre, je vais dire, la population africaine et plus précisément sénégalaise, et que avec ces réseaux sociaux, malheureusement, on voit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des chefs religieux ou des autorités qui sont jugés satiriquement ou qui sont en train d'être insultés comme ça, sans qu'il y ait une loi peut-être qui sont là en train de les punir, et que après tout, avec cela, il y a aussi un silence des savants dont vous aviez souligné. Le silence des savants et des sachants. Et c'est parce que malheureusement, on n'est plus une société des savoirs. On est une société d'opinion. C'est-à-dire que les choses de l'esprit sont reléguées au dernier de nos préoccupations. Vous voyez. Et aussi de la promotion de la médiocrité au niveau des plateaux télévisés. Vous avez dit que maintenant, tout le monde sait parler, tout le monde veut parler n'importe comment, et tout le monde aussi se nomme comme expert de la situation. Et ça, on le voit. Tout le monde est expert on le voit partout. Et que tout est corrompu, tout est corrompu aujourd'hui. Tout est corrompu, des journalistes corrompus, des ministres corrompus, des juges corrompus, tout est corrompu au Sénégal, tout. D'accord. Alors la crise des valeurs est carrément en train de se vivre au quotidien aujourd'hui au Sénégal, et nous avions été aujourd'hui très heureux de pouvoir en discuter avec vous. Et je précise aussi qu'une crise des valeurs se produit lorsque certains membres d'une communauté sentent que certaines valeurs fondamentales sont bafouées. Et je pense qu'aujourd'hui, nous l'avions compris. Alors, Amadou Sy, vous êtes étudiant en journalisme et communication. Qu'est-ce que vous aviez à dire comme mot de la fin à propos de ce thème, et aussi aux auditeurs de Télé-École qui nous regardent? Le mot de la fin, avant de partir, j'aimerais souligner ceci encore. Vous voyez, ce qui est triste aujourd'hui, on tue en nous nos propres valeurs pour faire émerger la course à la sauvegarde de soi. Ok, c'est ce qui fait naturellement que le voisinage disparaît, le bon voisinage. Vous voyez, maintenant, j'ai souligné que les réseaux sociaux et la classe politique sont les principales causes de cette crise. Vous voyez, malheureusement, pour parler comme Albert Camus, l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression. Donc il faut que la classe politique, il faut que les institutions, il faut que la famille, l'école puissent redoubler d'efforts pour canaliser les jeunes. Ok? Il faut aussi savoir que on doit se réconcilier à la vie et à l'insignifiance. Se réconcilier à la vie et il faut se réconcilier à la mort et à l'insignifiance de la vie. Ok? Savoir aussi que l'argent, le pouvoir, les beaux immeubles, les belles voitures ne sont que des jouissances trompeuses qui s'estompent tristement dans le temps. Pour terminer, je vais terminer par ces mots de Jean-François de Sales. Il dit, dans le régime des âmes, il faut une tasse de séance, un baril de prudence et un océan de patience. Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Ok? Le monde est né de l'amour, il va vers l'amour, il est soutenu par l'amour et il entre dans l'amour. L'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amour du travail bien fait, c'est ce qui véritablement nous permet de se développer. D'accord. Et j'espère en tout cas que le message passera très bien. Alors, la crise des valeurs au Sénégal s'est terminée avec la rubrique Société. Ne nous quittez pas tout de suite. Nous allions démarrer avec la rubrique Leadership et Éducation avec Daïra Motoulaïlo. À tout de suite.
10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàng jàngale ak yar ñu naan ko télé école moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu télé école ak télé école ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Alors, à présent, la rubrique leadership et éducation dans laquelle nous allions parler comme thème les relations au travail et le climat social. Et nous aurons comme invité Daïra Ramatoulaye Lo, qui est coach en développement personnel et thérapie de couple. Amadou Sy est toujours là, bien sûr, pour nous accompagner. Alors, rebonjour, Daïra Ramatoulaye. Rebonjour. Un plaisir de vous accueillir aujourd'hui au niveau de Télé-École. Alors, les relations au travail et le climat social, déjà, je pense que c'est vécu par beaucoup de gens et que beaucoup de jeunes qui sont pas encore dans le monde professionnel veulent bien sûr savoir ce qui s'y passe réellement. Donc, premièrement, en rappelant le contexte, comment est-ce que vous définiriez le climat social au travail? Globalement, la définition du climat social au travail, c'est ce qui permet de mesurer, d'évaluer la santé sociale et humaine des salariés. Et cela se mesure à partir d'indicateurs précis, comme l'absentéisme, comme la démission, comme l'abandon de poste, comme le turnover, qui sont des signaux d'alerte. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est crucial de maintenir un bon climat social dans une entreprise, dans n'importe quel lieu de travail? Dans n'importe quel lieu de travail, c'est important de maintenir un bon climat social parce que ça joue sur la compétitivité. Ça joue sur la performance économique et l'attractivité de l'entreprise globalement. Vous comprenez? Un salarié satisfait de son activité est naturellement plus motivé, plus impliqué, plus rigoureux dans le travail qu'il fait et plus rapide dans l'exécution des tâches. D'accord. Et quels sont d'habitude les types de conflits les plus fréquents qu'on est en train d'observer au niveau des entreprises et qui stagnent un tout petit peu leur évolution? Il y a plusieurs types de conflits. Il y a des conflits qui sont liés à la personnalité. Deux collaborateurs qui n'ont pas la même personnalité, qui n'ont pas la même manière de voir, vont, par exemple, exécuter les tâches différemment. Et dans ce cas-là, par exemple, je donne l'exemple d'un manager qui a des conseillers. Chaque conseiller a sa propre personnalité. Donc, il doit comprendre qu'il doit les gérer différemment selon les personnalités. Cela n'empêchant pas que la finalité, c'est l'atteinte des objectifs collectifs et individuels. Mais, M. Sow, et vous-même, vous n'allez pas réagir de la même façon. Vous n'avez pas la même personnalité. Le manager doit comprendre que l'approche qu'il doit avoir pour un conseiller ou un autre, par exemple, ne doit pas être pareil. Un conseiller aura besoin qu'on lui tapote l'épaule le matin. Bonjour, ça va? Pour qu'il déconne. Une autre conseillère, qui est une fille par exemple, aura besoin d'un petit câlin le matin. Un autre a besoin, entre guillemets, d'agressivité verbale. Tu as ton poste, il est là-bas. Hey, qu'est-ce que tu attends pour réagir? Lui, c'est ça qui le fait décoller. L'autre, qui est introverti dans son coin,
Ce qu'il faut pour celui-là, c'est juste un message, une interaction entre vous deux. Hassan, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En général, à cette heure-ci, tu as déjà décollé. Il va réagir. Par message. Et l'extraverti, comment il se comporte? L'extraverti, lui, c'est le contraire. Ouais. Il a besoin de se faire voir. Écoute, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En général, à cette heure-ci, on parle d'autre chose. Et puis, le fait de parler haut, que tout le monde entende, c'est ça qui le motive. C'est ça qui le met à l'aise, contrairement à l'autre qui préfère recevoir un message qu'il aura bien compris et qu'il va exécuter. D'accord. Et tout ça doit être mis dans les qualités d'un manager. Donc déjà, est-ce que tout le monde peut être manager? Ou je dirais, quelles sont les qualités pour être un bon manager, surtout dans une entreprise ou dans aussi n'importe quel lieu de travail? J'ai l'habitude de dire une phrase, et j'y crois fermement, n'est pas manager qui le veut. Je crois que ça veut tout dire. Quelqu'un peut avoir toutes les qualifications requises, avoir une formation, bac plus 2, bac plus 5, qui aura appris toutes les techniques managériales, mais dont la pratique ne sera jamais un bon manager. Quelqu'un peut avoir un niveau d'études assez basique et être un excellent manager. Manager, c'est mener une équipe. Diriger des personnes. Savoir gérer des relations humaines. Manager, c'est savoir se faire suivre. Un bon manager, c'est quelqu'un qui lead une équipe et qui arrive à faire de son équipe une équipe collective. Il y a tous les acteurs de l'équipe portent les mêmes lunettes. Quand je dis portent les mêmes lunettes, ils au même niveau. Voilà, sont au même niveau, se comprennent, se complètent, communiquent avec facilité, s'encouragent et cherchent à faire monter en compétence toute l'équipe. Une belle équipe, c'est par exemple le meilleur conseiller qui se soucie de celui qui a des lacunes. Une belle équipe, c'est quand celui qui est à la traîne, excusez-moi du terme, peut compter sur tout le monde. Et ça, c'est au manager de gérer tout ça de telle sorte que l'équipe a hâte de se retrouver le lendemain. L'équipe a envie de continuer le travail là où il l'avait laissé la veille. Donc, n'est pas manager qui le veut encore une fois. Mais le concept de manager, naturellement, doit être intimement lié au concept de leadership. Est-ce que quelqu'un qui ne maîtrise pas le concept de leadership peut être un bon manager? Il le sera difficilement. Parce que un bon manager, manager, c'est être leader. C'est-à-dire, un leader, c'est quelqu'un qui se fait suivre facilement. Le manager met en place des actions et le premier à y croire et le premier à y suivre et naturellement son équipe suit. Il est différent du chef qui donne des ordres qui seront exécutés. Donc le chef est un manager. Pourtant, ça pourrait être en corrélation avec ce contenu du livre du docteur Cheikh Omar Diallo. Son livre intitulé Le leader dit allez-y, allons-y, et le chef dit allez-y. Le chef dit allez-y et le leader dit allons-y. Allons-y. Voilà. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Ce que ça signifie, c'est que le leader, c'est quelqu'un qui, naturellement, et sans forcer, quand il décide d'une action qu'on doit faire dans l'équipe, naturellement, ces éléments le suivent. Parce qu'ils croient en lui. Parce qu'ils savent que lui-même
s'implique dans l'équipe, que lui-même va en avant et les autres suivent naturellement. Le leader, c'est un manager qui n'hésite pas à prendre le téléphone pour son conseiller. Le leader, c'est un manager qui est en train d'écouter un conseiller. Le conseiller a des difficultés pour faire un closing pour une vente. Arrivé au closing, le manager fait signe au conseiller qu'il aura compris parce qu'ils se comprennent par le regard, ils se comprennent par des gestes. Le manager viendra tranquillement prendre le relais pour faire le closing, la première vente de la journée. Et OK. Et cela encouragera le conseiller qui va se dire, voilà, j'ai une vente. Il sera plus à l'aise pour continuer sa journée. Le manager, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à demander à son conseiller de se mettre à son poste de travail, de prendre son casque. Le manager lui-même se met à la position du conseiller, prend des appels et demande au conseiller d'écouter pour prendre en charge les axes d'amélioration qu'il lui aura donnés. Le manager peut dire à un conseiller, tu manques de dynamisme, tu manques d'enthousiasme. Le conseiller peut avoir du mal à comprendre ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que de lui montrer dans la pratique c'est quoi le dynamisme, dans la pratique c'est quoi l'enthousiasme en prenant les casques. Ouais. Donc le manager, c'est celui-là qui est toujours dans la compréhension et dans l'acceptation. Après avoir compris ce concept de leadership, parce qu'un groupe, on le gère dans la tête, donc il faudra forcément être dans l'acceptation. Être là pour faire accepter aux autres ce qu'on est. OK? Donc, ce que j'aimerais savoir, est-ce que quelqu'un qui se dit manager et qui n'est pas tout le temps disponible dans les cœurs et dans les esprits et dans la compréhension, est-ce qu'il peut guider une entreprise ou bien un groupe comme il le faut? Difficilement, parce que c'est plus facile quand le groupe, moi j'utiliserai adhère. Naturellement, même dans la vie de tous les jours, même à la maison, quand vous voulez que les enfants suivent, il faut qu'ils adhèrent. Il faut que l'équipe adhère à ce que propose le manager. Quand l'équipe adhère, l'équipe s'implique naturellement. Quand l'équipe adhère, l'équipe a envie d'aller de l'avant. Quand l'équipe adhère, les collaborateurs ont envie de faire des merveilles ensemble, ont envie de partir d'un point A vers un point B ensemble. C'est un travail d'équipe. Vous comprenez? Oui. D'accord. Alors, tout à l'heure, beaucoup plus haut, vous aviez parlé de l'importance des émotions qu'on va prendre en compte au niveau de ses employés, les petites attentions, les compliments, les petites taquineries et autres. Quelles seront aujourd'hui les conséquences d'une entreprise, par exemple, qui ne prend pas en compte la santé humaine, les humeurs des employés et autres, et qui serait là, par exemple, chaque fois à primer sur l'autorité, à chaque fois à créer sur si la personne n'a pas bien exécuté sa tâche, le licencie directement pour donner exemple aux autres, ou directement, en tout cas, met en avant son autorité pour que le travail soit bien fait. Donc, une entreprise qui ne prend pas en compte les émotions, les habitudes de ses employés, comment est-ce que cette entreprise aujourd'hui aura comme conséquence sur son travail? Qui ne prend pas en compte les émotions, le bien-être, oui, l'envie d'aller de l'avant. Ça, c'est une entreprise qui ira difficilement loin. Parce que les bonnes relations au sein d'une entreprise renforcent naturellement la cohésion et favorisent une collaboration facile et agréable. Moi, je dirais qu'il faut une collaboration facile et agréable. Chacun fait attention à l'autre. Chacun s'entend avec l'autre.
n'hésite pas à solliciter l'aide de l'autre, n'hésite pas à demander l'avis de l'autre. Parce que quand on est manager, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'avis de ses collaborateurs. Quand on est manager, par exemple, et qu'on se suffit à son avis, et qu'on se dit que seul son avis compte, qu'est-ce que les collaborateurs vont faire? Ils vont avoir une certaine posture, parce qu'ils auront compris que donner leur avis. Une posture rebelle, peut-être. Ils n'auront pas peut-être une posture rebelle. Parce que s'ils ont une maturité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils comprennent ce que les leaders veulent. Ils vont tout le temps adhérer. C'est, par exemple, à chaque fois que le leader dit c'est ça qu'il faut faire, même si les collaborateurs savent que ils vont aller droit au mur et qu'ils comprennent que dans sa personnalité, ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut qu'on fasse, ces collaborateurs vont suivre, tout en sachant que ça ne marchera pas et qu'il va revenir sur sa décision. Dans ce cas-là, qui n'est pas crédible, c'est le leader. Effectivement. Au contraire, si le leader croit fermement que c'est ça qu'il faut faire, mais par humilité, qu'il demande l'avis de ses collaborateurs, qu'il leur demande est-ce qu'il y a des solutions à apporter. Là, ils se sentent impliqués. Ils n'ont pas peur de donner leur avis. Ils n'ont pas peur de proposer des solutions, tout en sachant que même s'ils donnent leur avis et qu'ils proposent des solutions, ce n'est pas ce qui va être adapté. Mais ça valorise, ça renforce la cohésion d'un groupe. D'accord. Et en parlant de cohésion d'un groupe, aujourd'hui, oui, vous pouvez. Ouais, pour ajouter une chose. Donc, cela veut dire que pour être un bon manager, il faudra forcément manifester de la bonne humeur avec ses collaborateurs. Donc, naturellement, il faut avoir il faut être empathique il faut avoir le feeling, l'ambiance intérieure qui nous anime et qui fait que naturellement, on est toujours enthousiaste, pour éviter d'être en crise de désamour avec ses collaborateurs. Oui, parce que j'ai l'habitude de dire que les attitudes de service, comme le sourire, le dynamisme, l'enthousiasme, sont contagieuses. Et l'attitude du manager, sans le faire exprès, ça se reflète sur ses collaborateurs directs. Un manager positif, enthousiaste, qui a envie d'aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que le manager va faire un focus intégralement sur les sentiments, parce que n'oublions pas qu'il y a des objectifs à atteindre. Un manager peut être bien rigoureux et mener à bien son équipe, comme elle l'a dit, avec empathie. Il y a des règles qui sont suivies. Ses collaborateurs comprennent qu'il y a des relations professionnelles totalement différentes des relations personnelles. Dans le cadre professionnel, ce même manager peut être très, très rigoureux. Ce même manager, quand il fait son brief, bien qu'il a des relations personnelles avec ses collaborateurs, quand il fait un brief, tout le monde est concentré. Quand il fait un brief, tout le monde comprend que maintenant, c'est le moment d'être concentré, d'écouter, de prendre en compte les éléments du brief pour les appliquer en production. Ça n'empêche pas d'être rigoureux. Parce qu'un bon manager, il faut pas comprendre, d'après ce que j'ai dit, que c'est quelqu'un qui joue tout le temps sur les sentiments, qui rigole tout le temps. Non, il y a de la rigueur. Il y a de la rigueur. Autrement dit, il faudra faire une séparation entre le ton amical qu'on a avec ses employés et le ton professionnel. Quand il est là pour booster, pour motiver, il aura, une posture à avoir. Et quand ça sera dans le cadre du travail, il sera là pour montrer que les rigolades c'est fini et que maintenant c'est le travail. Bien sûr, effectivement. Voilà. Parce que quand un manager établit ce genre de relation avec ses collaborateurs, même si c'est le moment de sanctionner, quand ils sont sanctionnés, ils comprennent pourquoi ils sont sanctionnés. Effectivement. Un manager qui a ce genre de relation avec ses conseillers peut
parce que il le faut sanctionner un conseiller, lui donner une demande d'explication qui va impliquer une sanction qui peut aller jusqu'à l'arrêt du conseiller, par exemple, pour 1 ou 2 jours. Mais ce même conseiller aura compris que c'est normal. Ouais. Et puis, le manager doit, comment dirais-je, exercer son pouvoir d'une manière douce. Ça me rappelle cette expression-là d'un colonel du temps de Napoléon, si j'ai bonne mémoire. Cette expression-là vient de lui. Il faisait un discours et il dit pour diriger la France, il faut une main de fer dans un gant de velours. Ok, avoir une main de fer dans un gant de velours, c'est avoir une autorité ferme mais sous une apparence douce. Ouais, il y a des autorités, des leaders ou des managers qui ne parlent pas beaucoup, ok, mais à chaque fois qu'ils prennent une décision, c'est dur, mais c'est toujours quand même positif. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, vous aviez parlé de cohésion sociale. Est-ce que cette cohésion sociale est vécue dans toutes les entreprises? Vous aviez été chef d'équipe, vous aviez été manager déjà dans pas mal d'entreprises pendant plusieurs années, et notamment dans le domaine des centres d'appel ici à Dakar. Est-ce que cette cohésion sociale est prise en compte? Est-ce que cette santé, cette empathie envers son employé est prise en compte? Est-ce que, comme que ce sont des jeunes, est-ce que leurs émotions aussi sont prises en compte, surtout les nouveaux qui viennent intégrer ce monde professionnel? Comment est-ce que ça se vit là-bas, et est-ce que cette cohésion dont vous parlez est vraiment présente dans cette atmosphère? Cette cohésion est présente. Cette cohésion existe, mais pas tout le temps. Parce que, comme vous venez de le dire, les conseillers dans les centres d'appel sont à leur première expérience professionnelle en général. Et il y a des conflits, forcément, parce que c'est le premier emploi. Et l'autre élément à ne pas négliger, c'est qu'il y a plusieurs nationalités. Il y a plusieurs nationalités en dehors des jeunes étudiants sénégalais. Il y a des étudiants de la sous-région qui intègrent également les centres d'appel. C'est le premier emploi, c'est le premier apprentissage. C'est comme l'enfant qui fait ses premières classes à l'école. Donc, c'est le moment d'apprendre un métier, c'est le moment de comprendre c'est quoi être dans un cadre professionnel, d'accepter une hiérarchie qui est bien établie, parce qu'en général, dans les centres d'appel, les managers et les conseillers sont dans la même tranche d'âge. Il arrive parfois que le manager ait été dans l'équipe, c'est-à-dire il fait partie des conseillers, il y a des promotions en interne, il est promu et il a la charge de manager ses anciens collaborateurs qui sont des conseillers. Mais tout ça se règle à travers la formation qu'ils vont faire en tant que manager. On va leur faire comprendre que maintenant vous n'êtes pas conseiller, quelles sont les attitudes à avoir avec ses anciens collaborateurs, comment gérer les conflits et tout cela. D'accord. Et cette pression dont on parle dans les centres d'appel, comment est-ce que c'est vécu par les nouveaux arrivants? Les nouveaux arrivants ont forcément une pression, parce que comme je viens de le dire, c'est la nouvelle expérience. Mais il y a différentes étapes. Avant, on les prend en charge en formation initiale, en formation sur les produits, dans certains centres d'appel, comme le dernier où j'ai été, il y a le coach qui prend le relais juste après la formation pour aider ces mêmes conseillers à mettre en pratique ce qu'ils ont vu théoriquement en formation. Les booster, leur apprendre comment il faut faire. Après cela, ils sont réévalués
pour savoir s'ils sont en mesure d'intégrer finalement la production. Et même quand ils intègrent la production, le lien entre le coach et ses mêmes conseillers ne se coupe pas. Ils continuent à les suivre. Le manager continue également en production à les accompagner et à les suivre. D'accord, donc je pense que c'est clair. Et aujourd'hui, en quoi est-ce que la culture d'entreprise influence le climat social? La culture d'entreprise influence beaucoup sur le climat social. Il faut d'abord comprendre c'est quoi une culture d'entreprise. Une culture d'entreprise, c'est par exemple le fait de comprendre que il y a une hiérarchie qu'il faut respecter. Une culture d'entreprise, c'est de savoir que c'est pas parce que je suis le N+1 de quelqu'un que je peux me comporter n'importe comment. Une culture d'entreprise, c'est comprendre que même son propre enfant peut en entreprise être ton N+1 dans le cadre de l'entreprise. Vous êtes des professionnels, en dehors de l'entreprise, vous avez une autre relation. Et elle est très importante. Et c'est ce qu'il faut inculquer aux jeunes qui ont leur premier emploi, leur faire comprendre que dans le cadre professionnel, c'est telle posture qu'il faut avoir. Dans le cadre professionnel, il faut accepter d'être accompagné. Dans le cadre professionnel, il y a des limites à ne pas dépasser. Dans le cadre professionnel, il y a des tenues à ne pas mettre. Effectivement. Bayan, moi je crois que dans une entreprise, il ne faut souvent qu'une ombre, qu'un nuage, je le dis ainsi, qu'une vapeur, pour changer l'aspect du plus beau paysage. Comme aussi, il ne faut qu'un regard, qu'un mot, qu'un geste en face de l'autre pour refouler au fond du cœur le rayon de soleil qui berce, qui réchauffe et qui anime la vie. Donc, un manager en face de son collaborateur doit toujours être dans l'acceptation, dans la compréhension. Donc, il faut forcément deux cœurs qui cultivent chaque jour amour et amitié, deux cœurs qui dansent tout doucement l'un vers l'autre. Donc, il faut certainement dégager une certaine qualité comportementale pour maintenir un bon climat social dans une entreprise. Effectivement, parce que tu entendras des managers qui diront les yeux dans les yeux à leurs collaborateurs, écoutez, je ne suis pas votre ami. Écoutez, c'est comme je disais tout à l'heure. Et là, je pense que ça ne motive pas. Ça ne motive pas. Oui, il y a une crainte. Si ce manager a en face un collaborateur qui a une culture d'entreprise, ce collaborateur se contentera de cela, ne va pas le juger et fera son travail tel quel, aura compris. Mais je crois que avoir des relations humaines plus douces ne changera pas la qualité du travail. Et cela se gère par la maîtrise de l'intelligence émotionnelle. C'est tout à fait cela, par la maîtrise de l'intelligence émotionnelle. Quand on est dans la colère, quand on est surpris, quand on est déçu, oui, agréablement ou voilà, quand on vit certains sentiments en face de l'autre, comment les maîtriser ou comment agir avec son collaborateur. Ça aussi, c'est très important. Ça aussi, c'est très important, d'autant plus que si on est assez longtemps avec une équipe, dès le matin, très tôt, quand on les regarde un à un, on sait exactement chacun comment il s'est réveillé. Ouais. Et quand tu les connais, quand tu maîtrises leur personnalité, selon la façon dont il est réveillé, le manager va comprendre comment il va se comporter avec lui pour qu'il soit le plus productif possible pendant toute la journée. Et l'attitude du manager envers les uns ou les autres peut ne pas être identique. Ça peut être identique pour 2 collaborateurs, totalement différent pour 3 autres et totalement spécifique pour 1. Et pour cela, vu que vous êtes longtemps dans ce domaine, quelles initiatives ou programmes est-ce que vous avez eu à mettre en place
pour toujours avoir cette motivation de vos employés et de garder cette cohésion sociale? Cette motivation envers les employés, c'est dans un premier temps, ça je parle dans le cadre personnel, faire tout ce qui est possible pour créer un climat de confiance, pour qu'ils comprennent que je suis là pour eux, pour qu'ils comprennent que je suis tout le temps disponible, pour qu'ils comprennent que quelles que soient les situations, je suis là pour qu'on puisse trouver ensemble une solution. La solution peut concerner tout le groupe. La solution peut concerner quelque chose de spécifique entre un manager et un conseiller. D'accord. Alors, merci beaucoup, Deya Ramatoulaye Lo. Je rappelle le thème, les relations au travail et le climat social. Et Deya Ramatoulaye Lo, qui est coach en développement personnel et thérapie de couple. Je pense que nous avions un tout petit peu fait le tour de la question et de dire que la santé humaine et sociale est très importante dans les entreprises, surtout les entreprises qui veulent entrer en compétitivité dans leur domaine et faire en sorte d'avoir toujours cette cohésion, ces bonnes relations entre ses employés et ses managers, ainsi que les leaders qui s'y trouvent, de mettre en avant la synchronisation des employés. Et pour ça, bien sûr, il faudra essayer de nouer un lien entre le manager et ses employés, mais de ne pas oublier quand même qu'il faudra mettre d'un côté les relations amicales et les relations professionnelles pour mener à bien ce travail. Le manager doit, en premier lieu, essayer de nouer non seulement cette confiance avec les employés, mais de faire en sorte qu'ils soient toujours motivés et on va dire un tout petit peu de mettre en place le leadership participatif dont on parle, comme vous avez dit tout à l'heure, avec le docteur Cheikh Oumar Diallo, avec son livre qui dit le leader dit allons-y et le chef dit voilà. Le leader dit allons-y comme le manager allons-y et le leader et le chef dira allez-y. Voilà, tout simplement pour savoir que l'autre vous prend en compte. Il est pour là. Il est aussi pour votre santé émotionnelle, hein, je vais dire, parce qu'il sera là et qu'il devra aussi donner des attentions à ses employés pour qu'ils soient au plus productifs avec son enthousiasme, son dynamisme qu'il devra transmettre à ses employés par la parole, par le sourire, par les petites attentions et de dire aussi que ceux qui sont en train de démarrer dans le domaine professionnel, il faut d'abord bien évidemment être formé, être aussi très compréhensif dans son travail et savoir que nous ne sommes pas là que pour notre travail, mais que nous sommes là au sein d'une équipe qui doit être synchronisée et qui doit faire en sorte de booster une activité, une entreprise de quelqu'un qui a mis cela depuis plusieurs années. Et bien sûr, tout à l'heure, tu as parlé des émotions, je pense, de l'intelligence émotionnelle qui est très, très, très importante. Alors, pour finir, Deya Ramatoulaye Lo, quels conseils est-ce que vous donnez aux nouveaux qui vont plonger dans le monde professionnel et aussi aux gens qui sont là en train d'avoir des préjugés sur les relations au travail et votre mot de la fin, en tout cas, pour les auditeurs de Télé-École? Aux nouveaux qui vont intégrer le milieu professionnel, je leur dirais de savoir comment apprendre. Comment apprendre. Parce que je vais revenir dans le cadre des centres d'appel. C'est une excellente école pour un jeune qui démarre sa vie professionnelle. Parce que cela vous permet d'apprendre à avoir confiance en soi, d'apprendre les techniques de communication, d'apprendre à résister à l'échec, d'apprendre surtout, comme on l'a souvent dit tout à l'heure, à gérer ses émotions. C'est une belle école, difficile quand même, parce que c'est généralement des jeunes qui viennent juste avoir le bac ou bien qui viennent juste de démarrer leur formation ou leurs études universitaires. C'est tout à fait nouveau, mais j'ai l'habitude de dire que c'est une excellente école pour intégrer le monde professionnel dans leur domaine d'activité. C'est un premier pas
que je demande à tous les jeunes de faire, ça n'empêchera pas de suivre leurs études. Après les centres d'appel, bien sûr. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que avant les centres d'appel en France, c'était dédié exclusivement aux étudiants. C'était un boulot de vacances pour les étudiants. Et actuellement ici, tu vois quelqu'un qui est dans un centre d'appel en tant que conseiller pendant 2 ans, pendant 3 ans. C'est une activité qui, à long terme, épuise et difficile, mais qui permet d'apprendre énormément de choses dans le cadre professionnel et dans le cadre des relations humaines. Le tempérament aussi. Le tempérament qui s'estompe. Les relations humaines qui s'améliorent et tout ça. D'accord. Alors, merci beaucoup. Amadoussi, toi aussi, est-ce que tu as encore un autre mot de la fin à ajouter par rapport au thème d'aujourd'hui? Vous avez souligné un terme que j'aime beaucoup, le sourire. Pas seulement pour un manager, mais pour toute personne. Hein. C'est quelque chose vraiment de positif pour les jours. Parce que un sourire invite toujours aux échanges, à la communication, Tout à fait. à une main tendue à son prochain, à une promesse. Donc, un bon manager doit toujours être souriant avec ses collaborateurs. Il faut manifester de la bonne humeur, certainement. Et pour convaincre les autres, comme on peut parler comme Marc Bounon, quand l'esprit est conquis, le cœur généralement adhère et le corps s'abandonne. Voilà. Oui, et pour rebondir sur le sourire, j'ai l'habitude de dire également que le sourire est contagieux. Même dans la vie de tous les jours, quand je te regarde, je souris, tu souris. Le sourire se sent même au téléphone. Oui. Le sourire se sent au téléphone. Le sourire, c'est d'ailleurs la vitrine de nos émotions. Oui. On va dire qu'il va conduire en fait tous nos actes qu'on va avoir à faire. C'est pratiquement un moyen de communication. Ouais. Et j'aimerais rebondir également sur la communication. Parce que il y a différents types de communication entre le team management et les collaborateurs. Une communication motivationnelle, c'est du dirigeant vers les employés. Le dirigeant communique avec les employés pour transmettre des informations, des nouveautés, de nouvelles prises de décision, échanger avec eux sur les résultats obtenus. Cette communication crée un climat de confiance. Ça motive les salariés à s'impliquer dans la vie de l'entreprise. Il y a la communication opérationnelle. Dans ce cas-là, les dirigeants vont transmettre des directives aux employés, mais en dehors des directives, ils partagent leur avis et demandent même des fois aux collaborateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, de proposer des solutions. Il y a la communication interpersonnelle. Dans ce cas de figure, la communication interpersonnelle, c'est entre deux personnes. C'est naturellement le N-1 qui a besoin du N+1 qui vient vers lui, ou bien le N+1 qui va vers le N-1. Et la communication intrapersonnelle aussi, tout à fait. Elle est importante. Oui, tout à fait. Effectivement. Donc, la base de tout, c'est de maîtriser le type de communication. C'est de communiquer en entreprise. Quand il n'y a pas de communication en entreprise, les différents services ne pourront pas collaborer facilement. Tout à fait. Quand la formation se termine, il faut forcément une communication, quel que soit par le canal utilisé, pour montrer que l'étape de la formation est terminée, pour que le coach puisse prendre le relais, et après, le coach, que la production, par exemple, puisse prendre le relais. S'il n'y a pas de communication, comment la collaboration et la cohésion va se faire entre les différents services? Tout à fait.
Et donc, c'est un point très important, en tout cas, à prendre en compte. Alors, nous sommes au terme de notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avions démarré avec la rubrique Société dans laquelle nous avions parlé de la crise des valeurs au Sénégal avec Amadou Sy, qui est étudiant en journalisme et communication. Et nous avions terminé par la rubrique Leadership et éducation sur les relations au travail et le climat social, avec lequel nous avions eu comme invité Deira Ramatoulaye Lo, qui est coach en développement personnel et thérapie de couple. Le conseil que je donnerai déjà concernant avec mon entretien avec Amadou Sy, c'est de lire. Je pense que vous aviez eu à noter près de 7 à 8 ou même 10 citations qui sont venues quand même. Donc lisez pour renforcer votre culture générale. Et un conseil de Ramatoulaye Lo qui dit de savoir comment apprendre. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. La gestion des émotions, la confiance en soi et les relations humaines, qu'elle a dit aussi que c'est très important pour un débutant ou une débutante de démarrer avec les centres d'appel, un lieu où vous alliez apprendre beaucoup de choses et surtout sur le tempérament des individus. Je terminerai aujourd'hui notre émission avec cette phrase du coach Bay qui dit « Il y a ceux qui savent parler, ceux qui doivent parler et ceux qui ne peuvent pas se taire ». Et ça, je pense que vous l'avez bien compris dans notre première rubrique. Et en parlant de livres, je propose à tous ces jeunes qui démarrent leur activité professionnelle, de voir le livre « Évaluer le climat social de votre entreprise » de Hubert Londier. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que c'est noté et que vous le liriez, aussi souriez car la vie est belle, hein. C'est contagieux et ça donne, c'est un boost de motivation. Alors, merci à tous ceux qui nous ont suivis. La matinale éducative, comme je vous l'ai dit, c'est un partage d'expériences, de rencontres enrichissantes, d'invités de marque qui sont là pour nous apprendre davantage et de renforcer notre culture générale. Alors, soyez toujours fidèles à nos programmes. Nous vous en remercions et nous vous disons à bientôt dans de prochaines émissions avec des rubriques aussi intéressantes que celle d'aujourd'hui. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàngale ak yar ñu naan ko télé école moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu télé école ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation.